moi je vois mes transparents, oui. Parfait. Ok, parfait. C'est bon? On commence? Oui. Bon. Désolée pour ce petit problème technique. Bonsoir à tous. Merci pour cette idée de faire cette nouveau cycle de conférences sur le Covid et sur les vaccins. Ça va être donc des discussions qu'on va porter sur plusieurs séances, je pense. Donc moi, pour aujourd'hui, je commencerai à parler des vaccins, tout simplement parce qu'on en parle dans cette situation de Covid actuellement. Et il faut commencer par se rappeler un petit peu qu'est-ce qui sont les vaccins. Donc je ferai une définition des vaccins dans un premier temps pour voir un petit peu quels sont les vaccins dans le temps de Covid. C'est moi qui change les diapositives ou c'est... Non, si tu veux. Oui, si tu peux. Mais je crois pas que Ouais, tu je peux. peux. Moi, je peux, mais je ne sais pas si vous le voyez, vous. On le voit très bien, oui. Si Voilà. tu peux avancer. Donc, je commencerai par une définition des vaccins et voir un petit peu comment ils sont fabriqués pour voir maintenant quels sont les impacts des autres vaccins sur le Covid et qu'est-ce qu'on attend maintenant et où on est de la recherche sur le vaccin Covid. Donc, un vaccin, c'est une substance qui est capable de protéger très efficacement un être humain contre une maladie infectieuse. Quand on cherche à avoir un vaccin, dans plusieurs situations, quand on a une maladie grave, voire mortelle, avec une transmission très facile, avec des traitements très peu efficaces, comme Ebola par exemple, quand on a une maladie grave, transmissible, qui va toucher un nombre très important de personnes, comme le VIH, le sida, pour une maladie qui peut être grave pour certaines personnes ou très contagieuse, c'est le cas de la grippe, de la rougeole chez les enfants, de la rubéole chez les femmes enceintes, de la tuberculose. Pour une maladie qui peut être grave, qui touche un nombre très important de personnes, facilement transmissible, soit par un vecteur comme le moustique, par exemple la dengue, ou le paludisme, soit d'une personne à l'autre comme l'hépatite B. Soit pour une maladie qui peut se compliquer, de maladies sévères, de cancer, comme par exemple le cancer du foie pour l'hépatite B ou le cancer du col utérus pour les infections à HPV ou le cancer ORL. Donc dans ce cadre-là, il faut qu'on cherche une substance qui est capable de protéger l'être humain de ce type de maladie-là. Il y a des vaccins qui sont des vaccins vivants atténués parce que ce sont des germes vivants, à partir de germes vivants modifiés, des virus, des bactéries, qui perdent leur pouvoir infectieux mais qui gardent une capacité de protection. Ce sont des vaccins très efficaces, donc ils vont donner une protection à l'être humain pendant quasiment la vie. Et ils sont contre-indiqués parce que ce sont des vaccins vivants atténués pour les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes. On a de moins en moins de vaccins vivants atténués actuellement et on a principalement des vaccins inactivés qui contient un fragment de l'agent infectieux, de sa paroi ou de sa toxine, comme par exemple l'hépatite B ou le tétanos, ou la totalité de l'agent infectieux qui est inactivé, comme la coqueluche. Pourquoi on fait la vaccination et quel est le principe de la vaccination? Donc, le vaccin va introduire dans le corps une forme inactivée du microbe, de façon que le corps va produire des anticorps et que une fois que l'être humain va rencontrer le vrai microbe actif, celui-là il va être reconnu par les défenses immunitaires qu'ils vont éliminer de façon que la maladie ne se développe pas. On a deux types d'immunité principalement, une immunité humorale et une immunité cellulaire. Et en fait, la vaccination s'adresse plutôt à l'immunité de type B, à l'immunité au long terme, de façon que ces cellules-là vont produire des molécules avec une mémoire immunitaire, de façon qu'une fois que le principe actif, que le vrai microbe est rencontré par la personne, cette microbe-là est neutralisée, que la maladie ne se développe pas.
Donc, c'est sur ce principe-là que les vaccins fonctionnent. Il y a toujours une cellule dendritique qui va englober, qui va phagocyter le microbe, qui va le présenter à l'extérieur de cette cellule-là et qu'il va présenter devant le système immunitaire. Et si ce système immunitaire le reconnaît, à ce moment-là, il va pouvoir le détruire. Le vaccin contient quoi? Parce qu'à partir de cette compréhension des choses, on va pouvoir savoir un petit peu plus sur leurs effets secondaires, sur leur danger et bien sûr, premièrement, sur les effets qu'ils peuvent avoir. Il contient premièrement une ou plusieurs substances actives d'origine biologique qui sont les antigènes vaccinaux. Donc, c'est vraiment les substances qui vont déterminer cette réaction immunitaire qu'on recherche. Mais ça ne suffit pas et à ça, on va rajouter des adjuvants qui sont principalement de celles de l'aluminium actuellement. Donc, ils vont augmenter l'efficacité de la réponse immunitaire et je reviendrai sur ce chapitre-là parce que c'est vraiment important. On va rajouter des conservateurs antimicrobiens qui vont empêcher la contamination microbienne du vaccin. Et on va rajouter en fonction de type de vaccin, des stabilisants de type lactose ou sorbitol pour maintenir la qualité du vaccin. Comment on fabrique un vaccin et quelles sont un petit peu les étapes pour faire ça, de façon qu'on comprend comment ils arrivent à être présentés sur le marché. Les vaccins sont composés de substances actives d'origine biologique. Les germes vont être cultivés sur des milieux de culture, principalement d'origine animale ou de synthèse. Et pour fabriquer un vaccin, on a un temps de fabrication beaucoup plus long que les médicaments habituels de l'industrie pharmaceutique. On estime le temps de fabrication d'un vaccin entre 6 et 22 mois. Comme il s'agit de substances actives d'origine biologique, il y a une variabilité importante de production. Et 70% du temps de fabrication d'un vaccin est consacré au contrôle de qualité et de sécurité. La fabrication d'un vaccin comprend deux étapes très, très importantes, principales. Premièrement, produire la substance active, donc avoir ce germe inactivé. Et deuxièmement, faire effectivement la production pharmaceutique. La production de substances actives nécessite de produire un antigène capable de stimuler la production d'anticorps par notre système immunitaire, soit par un germe vivant et atténué, donc le vaccin vivant atténué comme dans le cadre de l'oreillon, de la rougeole, de la tuberculose, soit d'une fraction de germe inactivé ou d'une toxine. On va fabriquer à ce moment-là un vaccin inactivé, soit on peut utiliser des cellules animaux ou des levures pour produire ces antigènes vaccinaux dans le cadre des vaccins recombinés. On va constituer ainsi une banque de germes qui regroupe des virus et de bactéries sans mutation avec des propriétés qui sont constantes de façon de pouvoir obtenir un vaccin de qualité. On va les mettre en culture, donc on va les mettre à pousser dans les plaques de culture qui doivent être bien maîtrisées au niveau des paramètres de durée, de température, de pression, de la composition de milieux de culture. Et ces milieux de culture sont soit des cellules, soit des œufs de poule. Par exemple, dans le cas de vaccin de la grippe, c'est des œufs de poule qui sont mis en culture avec les germes. On va récolter, donc on va extraire l'antigène ensuite de milieux de culture et on va devoir le purifier de toute impurité de la substance par des procédés physiques, en général par la centrifugation. Ensuite, la substance produite, si nécessaire, va être inactivée soit par la chaleur, soit par les agents chimiques de type formaldéhyde, afin de supprimer tout pouvoir pathogène, mais garder toutes les propriétés immunologiques. Parce qu'on a besoin d'un antigène vaccinal qui ne va pas pouvoir faire développer la maladie à la personne, mais qui va devoir juste lui stimuler le système immunitaire. On va rassembler ces balances antigéniques dans un seul composé parce que, vous le savez bien, il y a maintenant des vaccins qui sont actifs, donc qui sont faits pour plusieurs types de maladies. Donc, on peut avoir maintenant des vaccins pour 2, 3, 4, jusqu'à plusieurs maladies à la fois.
Et après, on va mettre en forme pharmaceutique pour obtenir le produit final qu'on va avoir à la pharmacie. Donc, dans la formulation de vaccin, en plus de la substance active, comme je vous disais, on va rajouter des adjuvants, donc qui vont augmenter la réaction immunitaire et des stabilisants de façon que la substance active donc, reste active pendant une période de temps bien donnée. Puis le produit est mis en flacon ou en seringue de manière stérile. On va lyophiliser si nécessaire, ça veut dire retirer l'eau et transformer donc, le contenu dans un poudre pour une meilleure stabilité, donc une meilleure conservation. Puis donc le lot sont étiquetés et mis en boîte avec des doses, avec selon le type de vaccin. Il existe pour chaque lot de vaccins un double contrôle, premièrement par l'industriel, par le laboratoire qui le fabrique, deuxièmement par une autorité indépendante, et je reviendrai tout de suite après. Et lorsque tout ce parcours est effectué, lorsque tous ces deux contrôles sont satisfaisants, le lot est libéré, ils sont prêts à être commercialisés. Et après, ils vont être livrés dans les pharmacies, les hôpitaux, les centres de vaccination, etc. Donc, voilà un petit peu tout ce parcours de fabrication de vaccins qui est très complexe, qui est très contrôlé, et à chaque fois, donc à chaque étape de production de vaccins, il y a des contrôles qui sont très très stricts. Beaucoup plus difficile un petit peu, beaucoup plus encadré que les médicaments entre guillemets standards, parce qu'il s'agit des substances actives, parce qu'on fait des cultures de bactéries, des virus, des cellules. Donc il faut être beaucoup plus attentif et beaucoup plus au point avec les procédures, parce que comme vous le savez, par exemple, pour faire juste une petite parenthèse par rapport à l'épidémie de Covid, justement dans une situation où le laboratoire nous échappe ou la culture nous échappe, on peut aussi avoir des problèmes par rapport à cette problématique-là. Une fois qu'on a fait la recherche sur les vaccins, donc premièrement, donc ça c'est comment on les fabrique, donc comment on trouve la substance qui peut être active, donc comment on peut trouver le vaccin. Il faut passer par deux phases de recherche. La première, c'est la phase de test, qu'on appelle la phase de développement préclinique, qui a lieu toujours dans le laboratoire chez l'animal et qui va permettre plusieurs choses. Premièrement, de déterminer les doses optimales qui permettent de protéger sans avoir une toxicité, donc sans entraîner donc, ce qu'on appelle une innocuité de vaccin, de vérifier que le vaccin est sans danger aux doses utilisées, donc vérifier sa tolérance, et de vérifier qu'il est efficace pour stimuler nos défenses immunitaires. Ces tests, ces recherches sont faites chez les animaux en utilisant les mêmes voies d'administration que celle qui sera utilisée chez l'homme. Si cette phase de test est bonne, on va passer des animaux chez les hommes et on passe à la phase des essais cliniques où on va avoir comme objectif de déterminer la tolérance et l'efficacité du vaccin chez l'homme. Pour débuter ça, l'essai clinique doit avoir obtenu un avis favorable du Comité de protection de personnes et une autorisation de l'Agence nationale de sécurité de médicaments en France. Une fois qu'on a ça, les essais passent par 4 phases. Dans la phase 1, on teste sur 10 à 100 personnes, première administration chez l'homme, toujours chez un adulte en bonne santé, même si le vaccin est fait pour un enfant, pour vérifier la tolérance et la production des anticorps, le pouvoir immunogène, en fonction des doses. On va passer après à une phase 2, donc de tests sur 50 à 500 personnes, avec vérification de la tolérance, avec la formulation finale du vaccin, le nombre de doses retenues, c'est ce qu'on appelle le schéma de vaccination, dans la population à laquelle cette vaccination sera recommandée. Puis, si cette phase-là est positive, on passe à la phase 3, qui vérifie l'efficacité vaccinale et la tolérance à une grande échelle chez plusieurs milliers de personnes.
Dans la phase 4, les études sont réalisées après la mise sur le marché du vaccin et pour vérifier à grande échelle si, pour les personnes qui ont des affections chroniques, il y a toujours une innocuité, une efficacité du vaccin, l'absence des effets indésirables au long terme. Ces 4 étapes sont obligatoires. On ne peut pas mettre sur le marché, on ne peut pas commercialiser aucun produit avant d'avoir cette étape-là. Donc, voyez un petit peu, à partir de la découverte d'un potentiel vaccin ou médicament, les étapes nécessaires de phase 1, phase 2, phase 3, avant que un produit, donc un vaccin notamment maintenant, peut être mis sur le marché. Et des fois, l'échelle du temps peut être très importante et ça peut durer des années. Deuxièmement, donc avant de mettre sur le marché, très important, il y a une procédure centralisée. Donc l'Agence européenne des médicaments, via un comité spécialisé, le comité des médicaments à l'usage humain, va désigner 2 États de l'Union européenne comme rapporteurs, qui va émettre un avis soumis après à la Commission européenne, qui prend la décision de l'accord ou de refus de l'AMM, suivi d'une procédure de reconnaissance mutuelle. Ça veut dire que cet AMM accordé par un État membre à l'Union européenne va être reconnu ou pas par les autres États membres. Et chacun des États de pays de l'Union européenne va prendre ou non la mesure de faire le traitement de cette maladie, de vaccin de cette maladie avec ce produit-là. Il existe une procédure décentralisée, je n'en parlerai pas, dans laquelle donc, un État peut aussi, donc, seulement sur son territoire, faire approuver un traitement ou un vaccin, mais ça c'est beaucoup moins souvent et ce n'est pas du tout le sujet. Donc c'est pour vous dire qu'avant d'avoir un vaccin mis sur le marché, il y a toute une procédure qui est vraiment très importante et très très bien cadrée, et que la durée de développement de certains vaccins peut être 30 ans, comme pour la varicelle, 16 ans pour le rotavirus, 5 ans pour l'Ebola, et là, pour le Covid-19, on est à 18 mois de recherche, de développement d'un vaccin. Pour vous dire qu'on ne peut pas sauter certaines étapes parce qu'ils sont obligatoires. Une fois que le vaccin est mis sur le marché, on va continuer. D'ailleurs, la bataille, ça commence, si vous voulez, juste seulement maintenant, parce qu'on est dans la phase 4. On va vérifier comment ça se passe dans la vraie vie. Et il y a une surveillance continue des effets indésirables avec l'Agence nationale de sécurité de médicaments, l'assurance maladie, qui vont réaliser des études dans la vraie vie. Et par exemple, pour l'étude sur la vaccination contre l'HPV, le risque de survenue de maladies auto-immunes a été réalisé sur 2,2 millions de jeunes filles. Pour la révision de l'administration de vaccins pour les nourrissons, 38 millions de doses vaccinales ont été examinées en 2018. Donc, c'est tout un travail derrière, si vous voulez, cette étape de mise sur le marché pour bien vérifier que dans la vraie vie, les choses se passent comme des études. La première question, c'est pourquoi se faire vacciner? Donc, se faire vacciner parce que la vaccination permet d'éradiquer des maladies, permet donc de diminuer la contagiosité du maladie. Et bon Dieu sait que maintenant, on a complètement besoin de cette protection de la contagiosité pour le Covid. Donc, si on se fait vacciner, on se protège et on protège les autres. Et vous allez me dire, pourquoi pas le faire? Quels sont les risques qu'on peut avoir pour se faire vacciner? Ça va être probablement le sujet d'un tout autre débat parce que c'est une longue discussion. Je vais faire justement quelques précisions très rapides. En fait, qu'est-ce qu'on recherche pour une vaccination? Je suis vaccinée contre un microbe, j'ai des anticorps des protections contre ce microbe-là, je ne développe pas la maladie. Par contre, si je suis sujette à une maladie auto-immune ou si je suis dans une phase où mon organisme est en train de lutter contre une autre maladie, l'infection avec le produit microbien, donc le vaccin, peut faire par un mimétisme moléculaire ou par une activation de l'immunité innée émerger certaines pathologies auto-immunes au moment de la vaccination. C'est par exemple le cas de sclérose en plaques avec la vaccination de l'hépatite B.
c'est la situation d'activation de diabète de type 1 pour la vaccination hémophilus influenzae. Mais ce n'est pas, donc c'est le moment de la vaccination, si vous voulez, qui a stimulé une immunité innée ou qui a fait, avec un épitope, un mimétisme moléculaire avec une cellule du système auto-immun, qui a fait que cette maladie va émerger à ce moment-là. On sait aussi qu'il y a une augmentation de poussée de sclérose en plaques à un moment donné dans le cadre d'une vaccination pour la grippe. Donc, pour chaque personne, il faut examiner le moment de la vaccination et les antécédents de patients et adapter ce vaccin-là, mais à grande échelle pour les patients, pour toutes les patients qui ont besoin d'une vaccination pour la grippe, pour le virus B, pour le Covid, bien entendu que ce vaccin est plus que nécessaire et utile. Deuxième chose, brièvement, les adjuvants et notamment l'aluminium, qui est un produit toxique que notamment l'organisme rejette de façon spontanée. Il a été introduit comme adjuvant depuis le temps de Pasteur, depuis 1926, parce que comme il est toxique, il va entraîner une très forte réaction du système immunitaire et il va améliorer l'efficacité du vaccin. Il s'accumule premièrement dans le rein et puis donc il arrive à s'accumuler dans la rate, dans le foie, dans le cœur, dans le ganglion, le cerveau. Et il est maintenant, on sait, responsable de cas de myofascite à macrophage, découverte en France, d'ailleurs les premiers cas en 1993 à Bordeaux, confirmé par des cas décrits à Henri Mondor. Et maintenant, donc, il y a toute une discussion pour l'aluminium et la responsabilité pour des cas de mycophacites à macrophage, d'Alzheimer, de maladie de Parkinson, même des maladies de tube digestif, en sachant qu'ils sont recensés en France environ 450 cas de mycophacites à macrophage et selon l'association qui s'occupe de ce patient-là, ils seront peut-être 1000 patients. La discussion, c'est remplacer cet adjuvant-là. L'adjuvant, il est nécessaire dans certains vaccins, mais le remplacer par le calcium à la place de l'aluminium. En sachant qu'un tiers des vaccins sont fabriqués sans adjuvant, c'est le cas de ROR, rougeole, orion, rubéole, la fièvre jaune, la plupart des vaccins contre la grippe, et que 2 tiers, malheureusement, ils utilisent de l'aluminium comme adjuvant. Et donc, il faut discuter, donc il faut avoir une discussion avec l'industrie pharmaceutique pour le faire. Et de ce côté-là, il vaut mieux être un chat, parce que Sanofi, pour des cas de saconfélin, a complètement donc, changé donc, la production des vaccins pour les chats avec l'adjuvant de type aluminium, avec un adjuvant d'un autre type, justement de protéger les félines de ce type-là. Qu'est-ce qui se passe dans l'ère du Covid, où actuellement donc, on a plus de 700 000 cas confirmés avec une augmentation très importante de plus de 27 000 dans les dernières 24 heures, avec 11% de taux de possibilité de test, avec presque 1500 clusters en France et avec une augmentation de hospitalisations et des cas de réanimation. Il faut bien entendu un traitement, donc il y a plusieurs pistes pour ça, et on recherche activement un vaccin. Donc, je vous avais parlé de ces 3 phases obligatoires de vaccins. Sur le site de l'OMS, le 1er octobre, sur les 150 ou plus essais au niveau de vaccins, il y a 42 vaccins qui sont arrivés dans la phase 3. Parce que, bien entendu, les autres, donc il faut qu'ils arrivent dans ces phases-là, peut-être qu'ils arriveront, peut-être pas, mais justement, donc c'est 42 prototypes de vaccins qui sont arrivés dans la phase 3, donc qui sont actuellement en recherche. Donc, il y a, comme vous pouvez le voir, donc des vaccins qui sont faits par beaucoup de laboratoires, qui sont pour toutes des vaccins de type inactivé, donc il n'y a pas de question d'injecter une partie de virus dans le corps humain, avec des schémas de vaccination qui sont différents. Et pour l'instant, donc il y en a
Dans le phase 3, il y en a 42, mais on n'a pas d'autres vaccins qui est plus évolué pour être prêt pour être mis sur le marché. En sachant une chose très importante, qu'à tout moment, donc il y a eu pour un laboratoire une cas de myélite qui a fait que la recherche d'un vaccin a été pour l'instant arrêtée. À tout moment, toute molécule peut être stoppée pour des effets secondaires même dans la phase 3. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pistes, mais pour l'instant, donc on ne peut pas avoir de prévisions. Donc, on a des estimations pour la fin d'année, pour début de l'année prochaine, pour le printemps, mais on ne sait pas, encore une fois. Et je vous donne un exemple de ma spécialité comme gastro-entérologue. On avait des fois 150 molécules pour le traitement de l'hépatite C qui étaient en recherche, qui étaient en phase 3. Et on a mis 15 ans avant d'avoir un traitement pour avoir vraiment l'autorisation de mise sur le marché sur des molécules qui étaient vraiment efficaces. Ça, c'est toute la liste donc, des vaccins pour vous donner un petit peu l'idée du fait que c'est vraiment très recherché. Mais comme je vous avais montré, on a 18 mois de recherche pour le vaccin pour le Covid, très peu. C'est vrai que le temps et les cas et la situation nécessitent bien sûr quelque chose de très rapide, mais par rapport à d'autres vaccins, par rapport à d'autres recherches, ce temps-là, il est vraiment très court. On est au mois d'octobre, donc on va avoir bientôt donc la grippe. Comment ça se passe pendant ce temps-là entre le vaccin de la grippe et le Covid? Si les deux maladies vont se chevaucher, ça va être le cas. Donc on estime qu'il y aura beaucoup plus de cas de patients qui sont graves et surtout des patients qui vont être admis en réanimation. Donc ça, c'est une estimation par rapport à l'épidémie de grippe saisonnière, donc avec l'estimation du nombre de patients décédés, le nombre d'admissions en réanimation et le nombre de patients qui peuvent être éventuellement atteints des deux maladies, en sachant que les symptômes peuvent être à peu près semblables, que à ce moment-là, les patients donc, peuvent avoir des symptômes on ne sait pas s'ils sont des grippes ou sont de Covid, et qu'à ce moment-là, donc, on peut avoir plus de patients sévères. Ce qui est très important à savoir, c'est que il est important de suivre le schéma de vaccination pour la grippe, pour tout le monde, et notamment pour les personnes vulnérables. Donc, la vaccination n'est pas indiquée pour tout le monde, elle est conseillée, et elle est fortement recommandée pour des personnes qui sont à risque, notamment les personnes qui ont des maladies qui rendent le système immunitaire déprimé, donc les personnes qui ont des traitements immunosuppresseurs, qui ont des cancers, les personnes qui ont du diabète, qui ont d'hypertension artérielle sévère, qui ont de bronchite chronique. Donc, ces personnes-là qui ont vraiment besoin de ne pas avoir la grippe, des personnes qui sont plus âgées de 65 ans. Mais quand il y a la saison de la grippe, je me permets de rappeler qu'il n'y a pas que la vaccination pour la grippe qu'il faut tenir compte, qu'il faut la coupler avec la vaccination anti-pneumocoque, parce que dans les situations d'infection grippale, la plupart des pneumonies et des décès en réanimation sont liés à une surinfection avec le pneumocoque. Donc, il faut faire la vaccination de la grippe avec la vaccination du pneumocoque. Donc, il faut la faire conjointement. Donc, il y a un schéma de vaccination qui fait un vaccin pneumococcique de type 13 dans un premier temps, puis avec un rappel, avec le pneumo 23 ensuite, avec un rappel de ces vaccins-là tous les 5 ans. Donc, ça, c'est le schéma habituel de l'automne, de l'hiver, grippe antipneumocoque, qu'il faut surtout garder dans cette période-là et qui va pas se chevaucher avec le Covid, bien au contraire. Parce que les vaccins ont leur utilité dans les préventions de la maladie, ils ont des effets secondaires et des contre-indications comme tous les médicaments, comme tous les produits qu'on utilise. Et dans la période actuelle, entre l'épidémie de Covid et celle attendue de la grippe, il y a des précautions nécessaires qui sont à prendre. Et ces précautions-là sont deux, à mon avis. C'est premièrement renforcer le système immunitaire,
pour renforcer les systèmes immunitaires, c'est toute une autre discussion, mais parmi les moyens de renforcer le système immunitaire, c'est faire les vaccins de façon qu'on puisse se protéger de l'émergence d'une maladie qu'on connaît, qu'elle va malheureusement nous être à la porte de nos hôpitaux, donc la grippe, mais renforcer le système immunitaire n'est pas seulement donc faire les vaccins, c'est bien sûr avoir d'autres moyens pour le faire. Et si vraiment on a une autre maladie en cours, une maladie auto-immune ou une autre, à ce moment-là, cette vaccination-là va être discutée au cas par cas avec le médecin. Elle ne va pas être forcément faite au moment d'enclenchement du système immunitaire, elle va être différée de quelques temps. Et surtout, le plus important, c'est se protéger. Et la bonne nouvelle de cette épidémie de Covid pour la grippe, c'est qu'en se protégeant avec les masques, on va avoir un petit peu moins de chance, entre guillemets, malchance plutôt, de rattraper le virus de la grippe parce que la modalité de transmission de la grippe, c'est la même, donc c'est par des postillons. Donc, en se protégeant avec le masque, on va se protéger d'une certaine manière, certainement contre la grippe. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire brièvement sur les vaccins, en essayant de vous dire la chose suivante, en résumé vraiment très court, que les vaccins sont nécessaires parce qu'on entend beaucoup de choses sur la nécessité des vaccins, mais après, comme pour chaque molécule, comme pour chaque traitement qu'on donne comme médecin, c'est à nous d'établir un traitement à la carte, un traitement vraiment ciblé pour chaque personne qu'on a devant nous, et que si des fois le système immunitaire de la personne nous semble affaibli, ou ne semble pas le moment de lui infliger une autre bataille qui est celle d'un vaccin, il faut peut-être le différer, mais il ne faut pas pour autant bannir les vaccins, mais par contre les regarder avec leurs effets secondaires, les regarder avec leurs problématiques de l'adjuvant, ou etc., qu'il faut gérer pareil au cas par cas et de ne pas faire du noir et du blanc de la problématique de vaccin. Merci beaucoup. Merci Anka. Là, ça va être le moment de Christina. On va discuter à peu près. Je vais essayer de fermer ça. Mais... Oui, je t'ai envoyé le transparent. Ah, d'accord. Les gens qui sont en train d'entrer, donc si je suis l'animateur, je dois laisser rentrer aussi. Ok, bon. Ok, vous voyez donc tout va bien? Très bien. Ok. Je déplace cette chose. Juste une seconde. J'essaie d'enlever la chose des participants. Bon. Jean, tu peux déplacer cette chose parce que je n'arrive pas à la déplacer. Ah non, c'est bizarre. Ah, mais je sais, je n'arrive pas. Les participants Mais laisse les participants, c'est pas grave, ils sont trop en retard là. Ah oui, je sais, mais ils sont au milieu de mon écran. Donc je ne voyais plus mon écran. Ok, parfait, très bien. Ok, bon, donc je ne vais pas être très long. Donc ce que je veux vous présenter, c'est quelques pensées sur les vaccins et la nanotechnologie. Donc, vous savez bien, vous avez entendu sur tous les réseaux sociaux qu'il y a de diverses théories qui circulent, que le vaccin contre le coronavirus va contenir des puces électroniques, que c'est l'idée de Bill Gates et c'est lui qui en profiterait, que les puces peuvent être activées par la technologie 5G pour contrôler la population. Donc, il y en a beaucoup de théories comme ça. Moi, donc, comme je m'occupe de la nanotechnologie, je vais vous parler un peu de la partie, disons, électronique et la partie de la discussion des micropuces pour voir si on peut mettre des choses comme ça dans un vaccin. Donc, c'est quoi une puce électronique ou un microcircuit? Donc, vous savez bien, un circuit électronique, ça contient des résistances, des diodes, des transistors. Aujourd'hui, en général, ce type d'éléments sont montés sur une plaque, comme cette chose verte que vous avez ici. Donc, vous voyez ça dans tous les dispositifs électroniques qu'on a dans la maison. Mais il y a aussi des circuits intégrés. Donc, on peut miniaturiser ces circuits, donc les faire très, très petites. Et pour créer des puces électroniques, normalement, ça c'est des chips ou des microcircuits.
Ça, c'est des circuits électroniques qui sont miniaturisés et fixés sur un substrat semi-conducteur qui est en général du silicone. Donc, ces circuits intégrés ou des puces électroniques sont utilisés beaucoup dans les ordinateurs, dans d'autres appareils électroniques. Ils ont des fonctions très complexes, mais ils ont des tailles très petites, du millimètre, de l'ordre de millimètre, du centimètre. On peut les utiliser comme détecteurs, amplificateurs, filtres, mémoire. Vous savez que la mémoire dans tous les ordi, c'est des puces électroniques, donc des microcircuits. Donc, même s'ils sont très petits, ils sont très complexes, ils sont tout ce qu'on fait aujourd'hui avec l'électronique. Okay. Donc, c'est quoi un implant de micropuce? Est-ce qu'on peut implanter un circuit comme ça, un petit circuit comme ça, dans un être vivant? Et c'est vrai, on fait des choses comme ça à ce moment-là, par exemple pour les animaux, mais pas seulement pour les animaux. On utilise ce type de circuit pour l'identification. On appelle ça l'identification par des radiofréquences. Quel est le principe de fonctionnement de ces puces RFID, donc des identifications par des radiofréquences? Vous connaissez très bien ce type de circuit parce qu'on les utilise beaucoup dans des cartes de transport, des étiquettes anti-vol dans les magasins, dans les badges de sécurité. Donc, on a des petits circuits qui sont incorporés dans les badges ou dans les étiquettes. Et comment ça fonctionne? On envoie un signal électromagnétique par un détecteur. Ce signal arrive par exemple à cette étiquette ou à cette badge, et cette badge qui reçoit le signal après envoie en retour un petit signal au détecteur, et ce signal contient en général un code, donc un mot de passe ou une chose qui permet l'identification. Donc, par exemple, si on a un détecteur, on peut lire un code d'une étiquette, on peut lire une code qui peut être utilisé comme mot de passe pour entrer dans un bâtiment, où ce code nous permet d'identifier un certain animal qui est perdu ou un animal sauvage qui ne sait pas où se déplacer. Donc, en général, ces circuits contiennent des codes. Donc, des petites, juste des codes. Donc, une petite information. C'est tout ce qui est en général stocké dans ces circuits. Et on peut, comme je disais, on peut implanter ces circuits, ces puces électroniques pour tracer des animaux. Donc, on peut les implanter de manière sous-cutanée pour des chiens, chats, des animaux de ferme ou des animaux sauvages. On parle beaucoup de l'implication de Bill Gates parce que, oui, bien sûr, il était très intéressé dans le développement de ces technologies d'implants électroniques, même pour les humains. Par exemple, des puces qui stockent un code d'identité ou des mots de passe qui contiennent des médicaments qui peuvent être libérés dans la circulation sanguine après un certain programme. Donc, bon, il était beaucoup impliqué dans la technologie d'implants électroniques pour les humains. Et bien, la connexion avec les vaccins, donc les rumeurs à propos de ça, part d'une déclaration de Bill Gates selon laquelle on pourrait vérifier numériquement si quelqu'un est vacciné ou non contre le coronavirus. Théoriquement, bon, comme je disais, c'est possible. Donc, un implant peut contenir un code qui contient des informations sur la vaccination d'une personne avec un vaccin particulier. Ça peut être possible. Mais maintenant, je vais vous parler un peu de quel est l'état de l'implantation de ces micropuces, de ces circuits électroniques chez l'humain. Comme je disais, mais tout ce qu'on peut réaliser par l'implant d'un tel circuit, c'est un étiquetage, donc c'est à peu près tout. Donc, ces micropuces fonctionnent comme une étiquette sur laquelle sont inscrites diverses informations, en général un code. Ils ont des dimensions d'ordre millimétrique, comme un grain de riz. Et comme je disais avant, la seule utilisation qui est possible jusqu'à maintenant, c'est l'identification. Donc, lire un code qui permet une identification, une ouverture d'une porte, donc comme un mot de passe. Exactement comme si on prenait une badge qu'on a aujourd'hui, on le faisait très petit et on le mettait sous le pont. Et c'est vrai que ces petites micropuces de dimension d'un grain de riz, ça peut être implanté de manière sous-cutanée ou intramusculaire par une injection avec une très grosse aiguille. Mais une fois qu'il s'est injecté, ce circuit électronique il reste fixe.
Et même s'il y a, disons, 5-10 ans, il y avait toute une vague en disant que tout le monde va fonctionner comme ça, que tout le monde va avoir des puces implantées sur la peau pour ouvrir les portes, pour s'identifier, pour ne pas avoir de besoin d'autres papiers d'identification, pour ne pas avoir besoin de badges, pour ne pas avoir besoin de quoi que ce soit. Donc, on va tout stocker dans des puces qu'on va mettre sur la peau. Même s'il y avait une vague qui parlait de ça il y a des années, maintenant, ces projections ne sont pas vraiment réalisées. Il y a un très petit nombre de gens qui sont vraiment fait implanter ces puces. Et bon, c'est plutôt de manière expérimentale. Il n'y a pas des choses à grande échelle pour utiliser ces choses. Donc, parce que, bon, je pense que c'est naturel. Les gens ont une réticence assez instinctive contre mettre des choses sous leur peau. Donc, c'est pas très naturel. Et je pense qu'il y a une répulsion assez instinctive. Donc, même si au début, il y avait beaucoup de vagues par rapport à ça, donc l'utilisation en pratique, elle est presque nulle. C'est plutôt des petites expériences par ici et par là. Et en plus, ce n'est pas seulement la réticence, c'est aussi qu'il y a beaucoup de discussions à propos de la sécurité des données qui sont stockées sur ces puces. Donc, ces mots de passe, par exemple, bon, on peut les voler facilement. C'est très difficilement de vraiment protéger les données qui sont stockées sur ces puces. Donc après, bon, on ne veut pas qu'on nous vole le mot de passe tout le temps. Et bon, si on peut changer un badge ou une carte bancaire, ces choses comme ça sont implantées sur la peau, c'est un peu difficile à les changer. Donc, si on a été piraté ou si le mot de passe a été volé, c'est un peu plus compliqué à se faire réimplanter une autre chose. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Donc, il y a la discussion sur la sécurité des données. Après, bien sûr, la discussion sur les effets adverses, sur long terme, l'éthique de faire des choses comme ça, d'avoir des choses électroniques implantées dans le corps. Donc, c'est toute une discussion. Et à la fin, donc, comme je disais, il n'y avait pas beaucoup de progrès sur l'histoire d'utiliser ce type de choses. Après, il y a disons, il y a d'autres développements possibles, il y a d'autres possibilités pour développer cette technologie. Il y a des gens qui proposent d'avoir des puces qui sont plus grandes avec des médicaments intégrés, par exemple. Donc, une puce comme ça peut contenir des réservoirs de médicaments et peut être activée de l'extérieur et le médicament est libéré dans le sang. Il y a donc des projets qui évoluent dans ces directions, mais ces puces-là sont vraiment une autre chose. C'est des choses de dimension de l'ordre du centimètre. Donc, on peut les imaginer comme vraiment une injection. C'est vraiment des opérations pour les mettre à l'intérieur. Après, je ne sais pas qui veut faire ça, mais bon, il y a des projets qui vont dans cette direction. Après, il y a une autre direction qui est un peu plus liée avec le vaccin, c'est l'histoire de la peinture quantique. C'est un projet qui a été proposé par des chercheurs de MIT. Et là, c'est un peu plus lié, comme je disais, parce que le projet, c'est d'avoir un vaccin injecté à travers un réseau de microaiguilles qui se dissolvent, sont faits en sucre et se dissolvent dans la peau, laissant le vaccin à l'intérieur, mais aussi avec le vaccin des fines particules de ce qu'on appelle la peinture quantique. Ce sont des boîtes quantiques enveloppées dans des capsules micrométriques qui restent sur la peau et émettent des ondes dans le spectre infrarouge. Donc, c'est très petites choses, donc vraiment c'est très petites choses, restent sous la peau et ils ont une signature différente pour chaque vaccin. Donc, le vaccin, ça va dans le sang, il fait son truc. Donc, mais ces petites choses restent sous la peau. Et là, plus tard, si quelqu'un veut savoir si on était vacciné avec un tel vaccin, il vient même avec un téléphone et il s'approche et après peut lire la signature de ces petites microcapsules qui restent sous la peau. Et ça fonctionne comme une signature de vaccination avec un tel vaccin. Donc, c'est ça un projet, disons, qui, je pense que c'est un développement qui est un peu plus lié avec l'histoire du coronavirus, parce que je pense que c'est ce projet-là qui a fait démarrer les rumeurs sur l'histoire de Bill Gates et le vaccin contre le coronavirus. Mais encore une fois, c'est un projet. On ne sait jamais on sait pas encore s'il y a des effets adverses, si c'est stable, si ça marche, si ça marche pas. Donc, c'est des projets. Il y a des gens qui s'imaginent beaucoup de choses, bien sûr, dans la science. Et en plus, il y a toujours, comme je disais, la réticence des gens d'accepter de telles choses. Donc, c'est pas sûr que ça, c'est un projet qui va aboutir et qui va donner quelque chose sur l'histoire de vraiment mettre des petites choses sur la peau pour avoir une information sur la vaccination d'une personne avec un vaccin ou un autre. Oups.
OK, maintenant, comment ces puces peuvent interagir avec l'extérieur? Donc, je disais qu'en général, ce qu'on a comme dimension millimétrique ou centimétrique sont des micropuces. Ils sont passifs, ils n'ont pas de source d'énergie. Donc, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de donner une petite information comme un code d'identification, un mot de passe. Donc, ils sont lus de l'extérieur, on envoie un petit signal et on peut leur lire. Donc, ils fonctionnent plutôt comme une étiquette. Donc, c'est la seule chose qu'on peut utiliser, ces micropuces, c'est une étiquette. Donc, on peut imaginer que si on les met sur la peau, c'est comme on se met soi-même une étiquette. Donc, il peut être lu de l'extérieur, comme on fait avec, par exemple, les animaux qu'on ne veut pas perdre, le chat, le chien, je ne sais pas quoi. Donc, donc, ils sont plutôt passifs. Donc, il n'y a pas de choses actives dans les micropuces. Pour les choses qui peuvent être actives, comme ceux que je disais peuvent libérer des médicaments, il doit être beaucoup plus grand, d'ordre du centimètre. Donc, on ne peut pas imaginer à ce moment-là d'avoir une puce active avec une dimension d'ordre de millimètre, donc ça doit être beaucoup plus large. Et en plus, à l'intérieur du corps, ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, on les fait injecter, implanter à un tel endroit, ils ne bougent pas. Donc, ils restent là-bas, ils sont localisés. Donc, ils ne se déplacent pas. En plus, ils sont inertes, ils n'interagissent pas avec les tissus vivants. Donc, il n'y a pas d'interaction entre les micropuces et par exemple le cerveau. On ne peut pas contrôler le cerveau avec l'information qui est stockée sur les micropuces ou des choses comme ça. En plus, ils ne peuvent pas être contrôlés par les technologies 5G. Je ne vais pas entrer dans les détails, donc je ne suis pas tellement spécialiste dans les technologies 5G, je suis plutôt dans la nanotechnologie. Mais ce qu'on sait à ce moment-là, que les seules contre-indications des ondes de 3G et 4G sont le fait que le téléphone qu'on utilise tenu près de l'oreille chauffe. Donc, un chauffage prolongé, ça peut causer des problèmes. Donc, il ne faut pas utiliser le téléphone à côté de l'oreille pour longtemps. Il faut plutôt utiliser des casques. Les ondes G, c'est pareil, c'est la même chose. En plus, elle ne peut pas pénétrer dans la peau plus qu'un 2 mm, donc on ne peut pas les faire interagir avec les choses à l'intérieur du corps. Donc, ils peuvent juste éventuellement chauffer un peu la peau, donc à surface, mais très très peu. Donc, il n'y a pas vraiment des effets nocifs de ça. Donc, il n'y a pas de connexion entre les 5G et les micropuces qui, comme je disais, sont biologiquement inertes. En plus, elles ne peuvent pas interagir parce que les ondes 5G ne pénètrent pas. Donc, les puces ne peuvent pas bouger. Donc, il n'y a pas d'interaction entre les technologies 5G et les micropuces. OK, bon, pour conclure, donc, à ce moment-là, les seules techniques qu'on a sont celles qui permettraient la lecture d'un code individuel qui est stocké dans un implant inséré sur la peau. Un implant actif qui peut réagir différemment, ça devait être beaucoup plus volumineux, d'ordre du centimètre. Les puces qu'on a maintenant sont au niveau d'un grain de blé, donc il faut les injecter par une aiguille spéciale ou par une opération. On ne peut pas les injecter comme ça de manière triviale avec un vaccin que tout le monde fait. Donc, c'est des opérations beaucoup plus compliquées de les mettre sur la peau. Et on peut imaginer de rétrécir ces implants, par exemple, pour stocker l'information sur la vaccination. Mais ça, c'est vraiment, comme je disais, des microcapsules, des choses très petites. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est vraiment de fonctionner comme une très petite étiquette qui peut être lue de l'extérieur. Donc, il n'y a même pas des chips là-bas. Ce sont juste des informations sur la vaccination. On ne peut pas les contrôler de l'extérieur, ils ne peuvent pas bouger, elles ne peuvent pas bouger, ils sont inertes et ils ne peuvent pas interagir avec le tissu vivant. OK. Et si Bill Gates ou quelqu'un d'autre voulait trouver des moyens de détruire ou de contrôler la population, il trouverait, c'est sûr, des méthodes beaucoup plus simples et plus sûres. Même les téléphones portables qu'on a maintenant, le Google, je pense qu'ils ont beaucoup plus d'informations sur nous que toutes les informations qu'on pourrait imaginer de contrôler ou d'avoir par des implants de micropuces. Donc déjà, bon, on a des moyens beaucoup plus compliqués pour s'occuper de la population qu'imaginer des choses comme ça. Bien sûr, il y a des discussions du point de vue éthique, du point de vue chrétien sur l'histoire de se faire implanter une chose. Mais bon, aussi il y a des discussions. Excusez-moi?
C'est une autre discussion. Oui, ça, c'est une autre discussion, oui. Après, il y a aussi l'histoire de la sécurité médicale, les effets adverses, la sécurité des données qui sont stockées sur ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de discussions qui se font. À cause de toutes ces discussions et de la réticence humaine, toutes ces techniques n'ont pas évolué avec le temps. Donc, pour l'instant, tout est à peu près à stade des projets, beaucoup de science-fiction, beaucoup de discussions, mais pas beaucoup vraiment de réalisation pratique. Donc, tout ça sont encore des projets assez fantaisistes. Et je pense que la société est assez mature pour ne pas imposer ce type de choses, même s'ils vont se développer suffisamment. Alors, moi, je ne suis pas d'accord en principe, mais c'est une réticence instinctive, donc je ne veux pas avoir une chose électronique sur ma peau, donc quand il n'y a pas de risques, mais bon, ça c'est moi. Il faut bien sûr maintenir la liberté de choix des gens, donc s'ils ne veulent pas se faire implanter une chose, on ne peut pas les forcer. Ok, donc comme je disais, il n'y a pas aucune relation scientifique valide entre les implants de macropuces et le vaccin contre le coronavirus. Il n'y a pas de possible d'injecter une micropuce avec un vaccin parce qu'elle est trop large pour l'instant. Et la seule technique discutée, comme je disais, c'est juste le stockage d'un code sur la peau, mais ça, c'est un projet qui est très lointain. Donc ça, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, à propos de la nanotechnologie et les vaccins. Donc, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Si tu peux passer transférer la haute vers Gabriel. Oui, Gabriel ou toi? Gabriel plutôt. Gabriel, oh, il est je me débrouille comme un grand. Oh, très bien, très bien. D'accord. Donc, on va permettre. Ok, bon, je vais arrêter. Donc là, on va passer à Gabriel Domici qui va nous parler des comportements face au vaccin, parce que vous allez voir pourquoi il y a des gens qui ont peur et pourquoi il y a des gens qui n'ont pas peur. Il y a une raison, enfin, il y a un choix rationnel qui est fait et qui peut expliquer le comportement des personnes face au vaccin. Est-ce que vous voyez? Parfait. Parfait. Donc, je vais effectivement toucher en quelques mots deux sujets. Donc, premièrement, au sujet des discussions sur les vaccins, comment ça se voit ça de la perspective des mathématiciens épidémiologues, mais plutôt mathématiciens qu'épidémiologues. Et puis un tout petit peu de composantes comportementales, donc je vous laisse lire la mise en garde. Entrons dans le vif du sujet. Donc, effectivement, à l'origine, disons, le concept de vaccination, ça paraissait assez simple. D'ailleurs, elle a été pratiquée depuis des centaines d'années, au moins 200 ans. Mais en fait, les techniques actuelles pour en faire des vaccins sont un tout petit peu au-delà de la partie intuitive. Donc, je donne deux lectures, une de Nature très récente de fin septembre, où des spécialistes discutent un tout petit peu quels sont les vaccins les plus prometteurs et quels sont les problèmes éventuels. Et un autre un peu de plus pour moi, pour voir quelle question s'est saisie à ce sujet. Je dirais, donc je vais revenir, donc je dirais juste que pour l'instant, donc les données disponibles ne sont pas systématiques, on a beaucoup d'informations, mais c'est plutôt comme si c'était des journaux, des journaux de TF1, au sens qu'aujourd'hui c'est arrivé ça et demain il y a autre chose qui est arrivé. On a beaucoup de comportements, on sait que le Covid peut faire plein de choses à des gens et puis il y a des conséquences très divers et très inattendues. Donc on explore un peu tout l'ensemble des possibilités, toute la zoologie d'effets secondaires, tous les symptômes. Enfin, on a une description qui approche, je pense, une bonne description. Mais on n'a pas donc on a le paysage, mais on n'a pas la hauteur, si vous voulez, de chaque endroit. C'est comme une carte, mais elle est plate pour l'instant. On ne sait pas quel est l'endroit le plus probable, quel est l'endroit le moins probable. Est-ce que, par exemple, sur un vaccin, est-ce qu'on risque d'avoir un effet secondaire plus souvent que d'autres? On n'en sait rien.
Et juste pour vous, bien sûr, on n'en sait rien au niveau statistique. Je veux dire, on a des données, mais elles ne sont pas complètes, elles sont très anecdotiques et pas des données stables et systématiques. Par exemple, sur l'efficacité des anticorps. Oui, on sait quels sont les anticorps, on sait que la plupart, ils doivent se fixer pour empêcher une certaine protéine S que vous voyez là en rouge, en haut à droite. C'est la protéine en rouge sur le dessin. Là. Je ne sais pas si vous pouvez... voilà. Je vais peut-être... Ouais. Je ne sais pas si vous voulez... Voilà, c'est à peu près là qu'elle est. Etc. Mais finalement, on ne sait pas vraiment, on n'est pas vraiment sûr que si on a des anticorps, un nombre suffisant, il y en a effectivement une efficacité. Est-ce que cette typologie d'anticorps va être suffisante pour éloigner la maladie? On sait qu'ils agissent contre le virus, ils peuvent le bloquer, mais est-ce que c'est suffisant pour le bloquer? Ça, on ne sait pas. Et d'ailleurs, une donnée qui me paraît assez cruciale, c'est la durée de l'immunité. Oui, si on fait un vaccin, est-ce qu'il va nous immuniser pendant 3 ans? Ou comme pour d'autres maladies, je ne sais pas, par exemple le tétanos, on fait, ça nous immunise pendant 10 ans, voire plus. Donc, c'est que 10 ans après qu'on a besoin de le refaire. Alors que sur les coronavirus, on a plutôt des informations très diverses. Ça peut immuniser pendant 40 jours, ça peut immuniser pendant 60 jours, 90 jours. Il y a des réinfections connues qui sont arrivées au jour numéro 53, par exemple, pour le SARS-CoV-2, je veux dire. Pour les autres coronavirus, on sait que la durée de l'immunité peut varier, elle peut être moins d'une année. Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire le vaccin tous les ans? Est-ce que si on peut sauter une année ou il faut le faire 2 fois par an? On n'en sait rien. Alors que ça me paraît très important parce que c'est quelque chose qui détermine ce qu'on a fait. Et donc, les données actuellement sont assez incomplètes. Aussi, effectivement, on s'interroge à l'immunologie, mais quand on fait un vaccin, il y a des vaccins connus, par exemple celui de la dengue, il y a 4 types de virus. Si on injecte un type de virus dans un vaccin et si on est infecté par la suite avec l'autre type, parfois c'est pire. Parfois c'est pire que de ne pas avoir le vaccin de tout. Ça s'appelle ADE, c'est d'augmentation c'est en anglais, désolé, j'essaie de traduire, donc c'est augmentation de la maladie à cause des anticorps. Et donc, ça peut jouer contre l'état immunologique du patient. Et il y a aussi des syndromes de type Kawasaki qui sont arrivés aux enfants après qu'ils ont eu Covid. Est-ce qu'après qu'ils ont eu le vaccin, ça va apparaître? On n'en sait rien. Donc, il y a encore des inconnus. Et on s'interroge aussi avec quelques auteurs sur le fait qu'il y a des anticorps facilitants ou non neutralisants. Il y a des anticorps, par exemple, qui, à la place de bloquer le virus, ils l'aident. Ou des anticorps qui juste, ils ne font pas grand-chose. Ils n'arrivent pas à contrer le virus. Et on peut se dire, bon, c'est pas grave. Non, c'est pas si anodin que ça parce que l'organisme il peut essayer d'en fabriquer beaucoup. Il dit, si un seul anticorps n'y est pas arrivé, bon, on va faire 300 ou 300 000 ou 3 milliards. Et il y en a trop, il y a une surinflammation et ça peut être plus grave que la maladie. Et donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et l'avant-dernier transparent, et donc là, de plus, ce qui ajoute un peu à ce paysage, c'est que probablement, il n'y aura pas un vaccin. Il y a plein de vaccins parce que tout le monde est commencé à en faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe si, comme je disais, on doit faire tous les ans, il y en a un qui fait un premier vaccin, il continue avec le deuxième, etc. Donc là, et puis il se trouve qu'il y a des vaccins qui sont testés plus en Amérique du Sud, et d'autres qui sont testés plutôt en France, etc. Et s'il se trouve qu'il y a un vaccin qui a été testé ailleurs qu'ici, alors qu'on le fait ici,
peut-être qu'on contrôle moins ces effets, premiers et secondaires. Et puis, c'est donc aux techniques. Effectivement, il y a des techniques qui sont plus ou moins traditionnelles, mais il y a aussi des techniques qui sont, je vous donne juste un exemple pour comprendre de problèmes qui peuvent apparaître avec les techniques, c'est que ces vaccins, ils sont menés à leur cible par des virus eux-mêmes. Au sens qu'un petit virus, on infecte l'organisme par un virus, et celui-là, il est le transporteur, c'est un virus qui est inoffensif, et c'est lui qui transporte le vaccin, en fait, les antigènes nécessaires pour la création des anticorps. Et donc, du coup, il se peut que ce virus pose problème parfois. Et donc, vous voyez que ce sont des techniques un peu plus particulières. Ce n'est pas l'image qu'on s'en faisait habituellement. Voilà, on tue le microbe, on le met en boîte, on l'injecte et puis l'organisme il va le reconnaître dorénavant. Et voilà. Donc ces techniques-là font qu'il y a quelques questions à se poser. Et puis, fin de cette première partie, donc le rôle des adjuvants, il se trouve qu'il y a des adjuvants qui peuvent créer certaines faiblesses de certaines cellules de l'immunité cellulaire surtout, qui sont un peu inattendues. Et surtout que le Covid peut peut s'attaquer aux poumons, peut s'attaquer tout ce qui est gastro, peut s'attaquer aux vaisseaux sanguins. Les adjuvants peuvent aussi créer quelques soucis. Et donc, je vais juste finir par le sujet avec lequel j'aurais dû commencer, par les approches comportementales. En 2 minutes, l'idée c'est la suivante. Si vous êtes dans une société où tout le monde se vaccine, en fait, vous n'allez pas avoir une épidémie. Donc, du coup, la personne en soi, si on ajoute une société, une personne à cette société-là, elle n'a aucun intérêt à se faire vacciner parce que tous les autres l'ont déjà fait, il n'y a plus d'épidémie. Et au contraire, si vous allez dans un pays où personne n'est vacciné, l'épidémie fait rage, vous allez plutôt intérêt à vous faire vacciner. C'est ce qui arrive quand vous voyagez vers l'Afrique, par exemple. Et donc, on voit que chaque fois, vous agissez à l'encontre des autres, mais ce n'est pas possible parce que les autres, c'est aussi vous-même de certaine manière. Donc, ce n'est pas possible que tout le monde agisse à l'encontre de tout le monde. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'il y a un équilibre qui va se former entre ceux qui voudront se vacciner et d'autres autres qui ne voudront pas se vacciner? Et la réponse est oui, mais cet équilibre, il a 2 propriétés. Premièrement, donc là je parle des propriétés mathématico-sociologiques. Premièrement, l'équilibre, c'est mieux que ne rien faire, au sens que si on ne met même pas le vaccin sur le marché, ça va être pire que si on met le vaccin sur le marché, on dit vaccinez-vous si vous avez envie, sans aucune contrainte, sans rien de tout. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que effectivement, par rapport à ce qu'on peut avoir de mieux, si on disait à l'avance, il faut que 3/4 de la population se vaccine, on oblige 3/4 de la population à se vacciner, supposons que ça soit sur l'optimum, alors effectivement, ce que les gens font par eux-mêmes, c'est moins bien que ça. Voilà. Donc, cet équilibre, il a certaines propriétés et on sait qu'il va se former un tel équilibre. Cet équilibre, c'est déjà formé pour tout ce qui est confinement. On voit bien que plus personne n'a le courage de confiner maintenant, au sens de confinement dur comme on a vécu, parce que c'est ça ce qu'on a prédit avec nos approches un peu mathématiques, c'est que les gens vont tout simplement plus le supporter à partir d'un certain moment, et leur réponse est avant. Ils ne vont pas supporter ce confinement avant que soit optimal quand même de le prolonger. Et pareil pour la vaccination, je pense qu'il y aura un certain équilibre qui va se créer. Comme j'ai déjà pris beaucoup de temps, je vais m'arrêter ici pour cette intervention. Et si elle n'a pas été claire, je vous invite à poser les questions qui vont la rendre plus claire. Merci beaucoup, Gabriel. Bertrand, désolé pour le retard, mais voilà, les questions techniques, je ne les ai pas encore toutes prévues. Donc là, on passera à Bertrand Vergely qui nous parlera de la vulnérabilité, du contexte, de tout ce qui fait
la vulnérabilité de la personne. En fait, en discutant avec lui, il me disait, tu sais, Monica, parfois, là, on peut dire que la vulnérabilité, elle n'existe pas. Et j'ai été un peu surprise parce que moi-même, je travaille en ce moment sur la vulnérabilité du point de vue éthique, mais dans un autre domaine, dans un domaine de l'économie plutôt. Et donc, j'invite Bertrand Vergely de nous introduire à sa façon de voir la notion de vulnérabilité. D'accord. Il faut ouvrir le micro. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait, oui. C'est parfait. Bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais introduire une perspective radicalement différente à tout ce qui a été dit. Tous les remarquables exposés que je viens d'entendre entendent par vulnérabilité un état de fragilité dangereuse contre lequel il convient de lutter afin de supprimer la vulnérabilité. Ça, c'est un des aspects de la vulnérabilité, mais si on veut penser la vulnérabilité dans sa globalité, on s'aperçoit que mentalement, on fait le contraire de ce qu'il faudrait faire. Le problème pour nous n'est pas d'arrêter d'être vulnérable, mais de devenir vulnérable. Et le gros problème de notre monde, c'est pas d'être vulnérable, c'est de perdre sa vulnérabilité. Alors, qu'est-ce qui me fait dire cela? C'est simplement, d'abord, une remarque étymologique et ensuite quelques précisions à propos de la place de la vulnérabilité par rapport à un certain nombre d'autres concepts. Le terme vulnérabilité vient du latin vulnus, qui veut dire la blessure. La vulnérabilité ne consiste pas à être blessé. La vulnérabilité réside dans la possibilité d'être blessé. Et cette possibilité d'être blessé, elle est double. La possibilité d'être blessé, c'est ce qui se passe quand j'ai une faille dans mon système de défense et que je ne suis plus protégé par rapport à l'adversité. Je ne suis pas blessé, mais comme je peux l'être, je suis en état de faiblesse à l'égard de mes adversaires qui, voyant la faille dans mon système de défense, vont pouvoir s'engouffrer à l'intérieur de cette faille, me blesser, me tuer et me vaincre. Mais attention, la vulnérabilité veut dire également l'inverse. La possibilité d'être blessé ne signifie pas forcément une faille dans mon système de défense. La possibilité d'être blessé, c'est ce qui se passe quand j'arrête de me surprotéger et que je fais confiance à l'état naturel qui se trouve en moi pour avancer visage découvert, poitrine découverte, sans armes à la main. La vulnérabilité, c'est ce qui se passe constamment, tous les jours, lorsque nous sortons dans la rue, visage découvert, donc sans masque, et également sans nous protéger à l'égard de nos semblables. Par là même, la vulnérabilité est un état de liberté et le problème, c'est ce qui se passe quand les gens se surprotègent et perdent le sens de la vulnérabilité. Pour penser la vulnérabilité positive, il faut avoir à l'esprit
que nous possédons un système naturel d'autoprotection qu'il faut laisser agir. Et quelqu'un qui a acquis une vulnérabilité positive est quelqu'un qui fait confiance à son système naturel. Imaginez un monde où plus personne ne ferait confiance à son système naturel de protection, le monde ne pourrait plus fonctionner. Nous fonctionnons parce que nous sommes vulnérables, parce que nous ne passons pas notre temps à nous protéger, parce que nous ne nous méfions pas les uns des autres, parce que nous sommes capables d'insouciance et d'innocence. Et donc, on va le voir, pour penser la vulnérabilité, il faut tenir ensemble les deux choses, à savoir éviter la dangereuse vulnérabilité, mais éviter également la dangereuse invulnérabilité. Je pense, mais je n'ai aucun doute là-dessus, sur la possibilité que pour bien parler du problème de la vulnérabilité, il serait préférable d'utiliser un autre mot. Et je voudrais faire ici une distinction entre la fragilité, la faiblesse, la précarité, le handicap et la vulnérabilité. La fragilité, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui se passe quand on a une force qui n'est pas bien assurée. On a de la force, mais celle-ci n'est pas bien assurée et on dit attention, la situation est fragile, ça a l'air d'être stable et fort, mais ce n'est pas du tout stable et fort et il faut se protéger et assurer. La faiblesse, c'est ce qui se passe quand on a arrêté d'être fragile et qu'on a perdu dramatiquement un certain nombre de forces. Alors là, on n'est même plus fragile, on est plus que fragile. C'est-à-dire, on est faible, il n'y a pas de force du tout. Avec la fragilité, on a une force instable, mal assurée. Avec la faiblesse, on n'a pas de force du tout. La précarité, c'est ce qui se passe quand on est à la merci des aléas de l'existence. La précarité, c'est ce qui se passe sur le plan économique quand quelqu'un qui avait un emploi stable n'a plus d'emploi du tout et il a épisodiquement ce qu'on appelle des petits boulots qui permettent ici ou là de gagner un peu d'argent, mais rien n'est assuré ni stable, on est à la merci des circonstances extérieures. Le handicap fait qu'il nous manque quelque chose dans notre système de force et de protection, mais on n'est pas forcément fragile ou faible ou dans un état de précarité. Certes, on n'a pas toutes les cartes dans notre jeu, mais on peut très bien vivre avec un handicap et parfois on développe des forces assez remarquables quand on est capable de vivre avec ça. Nous le voyons, la vulnérabilité est radicalement différente par rapport à ce qui se passe. Pourquoi? Parce que la vulnérabilité nous demande de réfléchir non pas sur la force réelle, non pas sur la faiblesse réelle, mais sur les possibilités qui sont en nous. Et donc, nous sommes ici au second degré. Nous ne sommes pas dans l'analyse de la réalité, mais dans l'analyse d'une possibilité de la réalité qui peut être de l'ordre de la possibilité liée à la faille ou la possibilité liée
à la confiance et à l'état naturel. Alors, si j'essaye maintenant de développer une pensée de la vulnérabilité, je dirais que pour avoir une pensée cohérente de la vulnérabilité, il faut associer 3 éléments. Le premier élément, c'est le moment de la force qui est en même temps lié à l'exigence et qui est lié à la question de la sécurité. Le deuxième élément, c'est l'élément de la lucidité et la capacité de reconnaître ses limites. Et le troisième élément, c'est l'association de la force, de l'exigence, avec celle de la lucidité qui va donner la liberté. Ce qui est très important pour comprendre le mécanisme qui va permettre de construire la notion de vulnérabilité à l'opposé et culturel nous conduisent à aller de la faiblesse à la force. Penser la vie de la force à la faiblesse pour aller vers la liberté. Et donc, c'est renverser totalement les schémas dans lesquels nous sommes. On ne peut pas penser la vulnérabilité une révolution en se débarrassant des 2 obstacles qui nous empêchent de penser la vulnérabilité, ce que j'appellerais la pitié dangereuse ou la faiblesse coupable, et d'autre part, la dureté dangereuse et la dureté coupable. Premier point, nous sommes des êtres humains, matériels, physiques, et nous avons absolument besoin de vivre en sécurité, et on ne plaisante pas avec la sécurité. Pour vivre, il faut matériellement être structuré et respecter les lois de la réalité matérielle qui sont des lois mathématiques rigoureuses dans un ensemble qui obéit à la loi de la causalité, laquelle est tout à fait rigoureuse également. Tous les exposés que j'ai entendus, je les ai trouvés remarquables, passionnants, et parlaient avec énormément de justesse et de responsabilité de la nécessité de ne pas plaisanter avec la sécurité des êtres humains. Et donc, il y a un certain nombre de décisions politiques qui sont prises et de décisions médicales consistant à dire on protège les individus. Lorsque l'épidémie du Covid est apparue, la tribune Atlantico, pour laquelle j'écris un certain nombre de commentaires, m'a dit qu'est-ce qu'il va falloir choisir dans la pandémie? Est-ce qu'il va falloir choisir la préservation de l'économie ou la préservation de la santé? Et j'ai dit, dans un premier temps, vous n'y couperez pas et on n'y coupera pas, on préservera la santé. On ne peut pas se permettre de vivre dans une société avec un afflux massif de malades que l'hôpital ne pourrait pas accueillir et soigner. Si on ne le fait pas, il y aura une émeute sociale et on ne pourra pas faire tourner l'économie. Donc le paradoxe dans lequel on est, si vous voulez que l'économie marche, eh bien il va falloir au départ ne pas traiter l'économie, mais traiter d'abord la préservation urgente des populations et ensuite on s'occupera de l'économie. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Les Anglais, avec Boris Johnson, voulaient directement préserver l'économie et laisser au 2e degré la préservation de la santé. Boris Johnson est tombé malade, il a radicalement changé de perspective et d'idée et il a décidé de se soigner et de soigner sa population.
Donc ça, c'est un premier point. Et dans notre culture, il y a les grands textes de l'humanité qui parlent de la nécessité absolue de se protéger. Si vous prenez l'un des plus grands textes de l'histoire de l'humanité, qui est la Bhagavad Gita se passe sur un champ de bataille et décrit la nécessité pour un jeune roi de livrer bataille pour protéger son trône. Et le message qui est lancé à travers le yoga, qui est à la fois une discipline physique et mentale, consiste à dire, dans chaque être humain, il y a un trône, et on n'a pas le droit de perdre son trône, et on le protège. Et donc, si on veut être dans la sagesse, l'amour et la bonté, on commence par se défendre. Et ça, c'est très important à l'intérieur de notre culture, parce qu'il y a tout un pan de la culture qui, au nom de l'amour et de la pitié, est en train d'accuser la force en confondant la force et la violence. N'oublions pas que c'est la force qui permet de lutter contre la violence et les agressions. Et s'il n'y a plus du tout de force à l'intérieur d'un être humain comme d'une collectivité, la collectivité est en danger et ça n'est pas la paix et l'amour qui arrivent, c'est la violence et parfois la barbarie. Donc il faut être très ferme et bien faire comprendre à la population que se protéger, c'est essentiel. Si nous prenons les problèmes que nous avons rencontrés avec la pandémie, nous voyons qu'il y a un problème d'immunité dans les sociétés occidentales qui existe depuis l'apparition du sida, bien évidemment bien avant, mais je remarque qu'il y a eu le sida qui a fait quand même des millions de morts, presque autant, 20 millions de morts, quasiment autant qu'une partie de la Deuxième Guerre mondiale, et c'était un problème d'immunité. Et le problème auquel nous avons affaire avec la pandémie est un problème d'immunité. Et parmi nos débats, les personnes qui sont là sont des spécialistes d'immunologie et qui, à un moment, parlent du vaccin dans le sens de permettre de fabriquer des dispositifs de défense et de protection. Donc ça, c'est très important. Nous sommes, attention, héritiers de Rousseau qui, à un moment, avait une hantise de la force et qui défendait la pitié de manière parfois un peu dangereuse. Et il nous faut rééquilibrer les choses. Bien. Mais deuxièmement, et ce qui est intéressant dans la construction mentale, c'est que, comme toujours, quand on est dans la vie, il faut faire tout et le contraire de tout. Ce n'est pas le cas des logiques matérielles ou primaires. Les logiques vivantes sont toujours des logiques paradoxales qui nous amènent à faire tout et contraire de tout. Pourquoi? Parce que le vivant est un individu matériel, mais aussi moral, mental et spirituel, et que quand on passe sur le plan mental, il faut à un moment une révolution. C'est la raison pour laquelle, à un moment dans la construction de nous-mêmes, il importe de limiter la conservation de soi et de limiter également la protection. Pourquoi? Parce que si nous ne la limitons pas, nous risquons de rentrer dans quelque chose de dangereux qui est le développement exponentiel de la protection qui finit par un moment mettre l'individu en danger. Il est absolument essentiel d'avoir le sens de ses limites, et avoir le sens de ses limites, c'est avoir le sens des limites de l'usage de la force et de la protection. On ne peut pas passer son temps à se protéger, on ne peut pas passer son temps à se renforcer, et si on veut à un moment pouvoir bien user de sa force et de sa protection, il convient de s'en débarrasser. Nous nous protégeons bien parce que nous ne nous protégeons pas tout le temps et parce qu'à un moment, nous arrêtons de nous protéger en faisant confiance au système d'autoprotection qui existe à l'intérieur de nous. Et là, c'est quelque chose d'important, c'est l'intégration à l'intérieur de notre mental du sens de nos limites. Et c'est de découvrir une chose, c'est que la vie nous a fait un cadeau en étant
limité. Et donc, en ce sens, en n'étant pas tout puissant. Descartes dit « Je ne regrette pas de ne pas être un dieu avec un corps de verre et de ne pas être un roi avec des royaumes. Je suis un homme qui ne possède pas tout et qui n'est pas tout puissant et je m'en réjouis. » Si vous lisez La Fontaine, vous verrez que La Fontaine est le grand penseur de la vulnérabilité et les personnages de La Fontaine qui s'en tirent dans la vie, ce sont des personnages qui ont intégré le sens de leurs limites et qui n'en ont pas honte, comme le roseau dans la fable Le chêne et le roseau. Le roseau qui plie et ne rompt pas est infiniment plus fort que le chêne qui est dur et qui casse au moindre vent. Donc ça me paraît très important. Et quand on passe de la protection de soi-même au sens de ses limites, on passe du corps à l'âme, de la matière à l'esprit. Et il faut savoir combiner les deux. Et combiner les deux, c'est ce qu'on peut appeler le sens de la liberté. Le sens de la liberté, c'est que je suis dans mon corps avec une âme, j'ai de la force, mais j'ai le sens de la limitation de la force, et par là même, j'apprends à être libre. Et là, nous trouvons ce qu'on pourrait appeler la splendide vulnérabilité. La splendide vulnérabilité, c'est la capacité que j'ai de pouvoir être blessé sans en être blessé, de pouvoir être pas tout puissant sans me sentir impuissant. Vous avez une très belle image de la vulnérabilité réussie, c'est l'image du roi David dans la Bible où se passe l'épisode suivant. Les Philistins et l'armée des Hébreux se font face et n'arrivent pas à se départager par le combat pour savoir qui va l'emporter sur l'autre. Alors on décide que 2 champions vont représenter ces armées et le combat entre ces 2 champions décidera du vainqueur. Les Philistins ont choisi un géant qui est Goliath et les Juifs ont choisi David. Caractéristique de Goliath, il a une armure qui pèse 60 kilos. La moindre de ses flèches pèse 8 kilos et son bouclier est tellement lourd qu'il faut qu'il y ait un valet qui le porte devant lui. David essaye d'avoir une armure. S'apercevant que l'armure l'empêche de pouvoir se mouvoir, il s'en débarrasse et il va simplement affronter Goliath avec son costume de pâtre, c'est-à-dire une tunique qui est faite de la peau de chèvre. Il prend quelques pierres dans un ruisseau et rien qu'avec sa fronde, en envoyant une pierre dans le casque de Goliath, il va pouvoir terrasser celui-ci. Et il dit la chose suivante: je chemine avec la parole de Yahvé, avec la parole de Dieu, et cette parole me protège. Donc nous avons là quoi? Nous avons ici un des éléments fondateurs de la culture occidentale, qui est de dire que les êtres forts de notre monde, ce sont des êtres, certes, qui se protègent, mais qui ont confiance en eux et qui ont bâti un individu fort intérieurement. On s'en aperçoit militairement, ça ne sert à rien d'avoir toutes les armes du monde si vous n'avez pas une armée qui, avec des soldats déterminés de l'intérieur, vous pouvez avoir tous les canons que vous voulez, vous ne gagnerez pas. On ne gagne pas une guerre avec des canons et des gens déprimés. Il vaut mieux ne pas avoir de canons, mais avoir des gens moralement forts que d'avoir des canons et des gens déprimés qui les utilisent. Alors, je voudrais terminer mon propos
par une bref aperçu de notre situation aujourd'hui dans le Covid, dans la situation actuelle, à propos de la vulnérabilité. Je pense qu'à propos de la vulnérabilité, il y a 3 éléments qui sont en jeu. Premièrement, je crois que globalement, il y a une attitude de responsabilité de la part des autorités politiques et médicales qui ont décidé de protéger la population et donc de la rendre, autant que faire se peut, invulnérable à l'égard des virus existants grâce à une discipline collective, le masque, le gel hydroalcoolique, la distanciation sociale, etc., le confinement. Mais, deuxièmement, je pense que la population a pu commencer à faire face au virus, non pas parce qu'elle était invulnérable, mais parce qu'elle a accepté d'être vulnérable, c'est-à-dire de vivre avec la maladie et la mort et le risque. Et ça, c'est une nécessité à bien comprendre pour demain. Si nous voulons nous en tirer, il va falloir construire notre vulnérabilité, c'est-à-dire d'apprendre à vivre avec la maladie, la mort et le risque. L'énorme problème du monde occidental, et en particulier de la médecine, c'est on ressent la maladie comme un échec et la mort comme un échec, et on a tendance à vouloir éliminer tout risque. C'est de la folie. Et lorsque la mort n'est pas un problème médical, la mort est un problème, c'est même pas un problème, c'est une réalité métaphysique. Nous apparaissons dans le monde, nous disparaissons à un moment, on demande à la médecine de soigner les êtres humains, on ne lui demande pas de supprimer la mort. Quand on commence à vouloir supprimer la mort, on crée des problèmes matériels considérables et on fait le contraire de ce que Montaigne préconisait quand il disait « Qui a désappris de mourir a désappris d'être libre ». Qu'est-ce qui fait de moi un être vivant? C'est que je suis capable de tout vivre, y compris la maladie et la mort. Qu'est-ce qui fait de moi un être qui n'est pas libre et ne le sera jamais? C'est quelqu'un qui vit en fonction de la peur de la maladie et d'autre part de la peur de la mort. Et donc, le gros problème dans lequel on est à faire, c'est qu'on a perdu notre vulnérabilité. Nous avons peur de la maladie, nous avons peur de la mort, nous avons peur du risque, nous réclamons du système qu'il élimine la maladie, la mort et, d'autre part, le risque. Nous sommes également dans un système où on s'aperçoit qu'on a affaire à la folie transhumaniste qui se propose de vivre dans un monde où il y a 0 maladie et 0 mort et qui a investi là-dedans, ce qui est une véritable folie. Pourquoi? Parce que ce système prétend pouvoir maîtriser, contrôler totalement la vie et la mort, ce qui est le contraire de la vie. Qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie? C'est de vivre, c'est pas de contrôler la vie. Et quand je vis, qu'importe que je contrôle la vie ou pas, je vis. Je ne vis pas parce que je contrôle la vie, mais éventuellement je contrôle la vie parce que je vis. Il ne faut pas poser les problèmes à l'envers, mais nous sommes victimes d'un matérialisme à vision primaire qui, à un moment, nous enferme dans la problématique où nous sommes. Pour terminer, il y a une volonté de fabriquer un vaccin pour résoudre le problème du Covid. Le problème est double du vaccin. Je pense que c'est une nécessité médicale et économique. Et je comprends très bien qu'il y ait comme réaction humaine
normal, rationnel, d'espérer la fabrication d'un vaccin pour permettre aux populations de vivre, d'arrêter de vivre dans l'angoisse dans laquelle elles vivent, et surtout, il y a urgence à relancer la machine économique pour éviter des drames sociaux. Mais en même temps, le problème du vaccin, ce n'est pas simplement les problèmes que ça pose au niveau de l'organisme, mais que ça nous maintient dans le rêve dans lequel nous sommes, qui est d'être invulnérables. Alors je crois qu'il va falloir aussi comprendre qu'on fait face aux événements de l'existence, pas simplement avec des moyens matériels et techniques pour pouvoir faire face à l'adversité qui se présente, mais on traverse la vie avec une philosophie, une spiritualité, une morale, et pas simplement avec des moyens techniques. Et le gros problème auquel nous avons affaire, c'est l'effondrement et la carence du discours moral. Le gros problème qui est le nôtre, c'est notre ignorance sur les structures fondamentales de la vie morale, de la vie spirituelle et de la vie humaine. Et je crois que là, il nous faut réapprendre ce qu'on appelle la liberté. Alors, il y a des éléments de liberté dans la mesure où, petit à petit aujourd'hui, on a compris qu'il va falloir vivre avec le risque. Et probablement, il va falloir apprendre à vivre demain avec les difficultés qu'on aura de résorber la question du Covid, et donc avec des malades, et donc avec des morts. Et ça demande une mutation culturelle. Il se peut que ce que nous vivons aujourd'hui fasse de nous des êtres plus sages qui retrouvent leur bonne vulnérabilité, c'est-à-dire leur liberté. Je vous remercie pour votre attention. C'est nous qui vous remercions pour votre exposé. Et on est tous d'accord pour dire qu'il était génial. Je discutais en privé avec Anka, on se disait c'est vraiment formidable. Je pense que vous avez très bien souligné les aspects importants et moi j'ai retenu en fait, la différence entre fragilité et vulnérabilité. La fragilité, c'est vraiment un terrain qui nous expose, en fait, qui nous expose et qui nous expose à cause de notre rigidité, tandis que la vulnérabilité peut nous faire ressortir des forces qu'on ne connaissait pas en nous, on va dire. Bon, l'heure, elle est déjà très, très avancée. Si vous avez des questions pour les invités qui étaient là ce soir, donc Anka, Gabriel, Christina ou Bertrand, n'hésitez pas. Je vous attends. Sinon, on peut s'arrêter là, il n'y a pas de souci, mais si jamais il y a des questions sur les vaccins... Moi, je n'ai pas une question, mais c'est juste une remarque qui me paraît pas forcément importante, mais voilà. Moi, je pense que justement, cette période de Covid qui nous a mis, nous, le monde médical, devant nos limites, devant les limites humaines, de faire des vaccins, de faire des traitements, etc., nous a rendu un petit peu dans nos retranchements en disant on est des êtres humains faibles, vulnérables, donc voilà, ce n'est pas nous qu'on maîtrise l'histoire de la vie, de la mort, etc. Ces questions qu'on oubliait toujours de se poser. Et quand on est dans un monde où vraiment c'est l'émergence de courants transhumanistes en disant on peut tout faire, on doit tout faire, on doit tout maîtriser, tout contrôler, on s'était retrouvé devant une épidémie qui nous a montré que finalement, pas du tout. Et ce conflit-là, ça a rendu peut-être plus de tension dans le monde autour de nous. C'est mon impression après vous avoir écouté, parce que le monde médical est mis déjà sur la toile et sur les journaux tous les jours. Donc ça a montré encore une fois que dans un monde où on va faire une transplantation de tête, mais on ne peut pas maîtriser un virus. Donc on n'est pas assez fort qu'on nous demandait de l'être, et que finalement ce n'est pas l'être humain, justement, qu'on vous avez extraordinairement bien montré à être dans cette situation-là. Merci beaucoup.
Moi, il y a une chose qui m'a frappé et que j'ai entendue, et je l'ai entendue la dernière fois lors de notre discussion avec Monica et avec les personnes qui étaient là. J'ai entendu les médecins, les chercheurs dire la caractéristique de ce virus, c'est qu'on ne sait pas. On apprend tous les jours et ça, c'est très nouveau. Voilà. Et je dirais qu'on retrouve ici les fondamentaux de la science, observation, humilité, critique, rigueur. Voilà. Et moi, je vois ici, en tout cas, quelque chose d'extraordinaire. Les gens disent on ne sait pas. Donc, on apprend. Et je pense que la science apprend et peut-être que la société va se mettre à apprendre aussi. Tout à fait. Et on l'espère d'ailleurs. On l'espère parce qu'on voit bien que, enfin, sans vouloir vexer personne, on voit bien que la médecine n'est pas toujours une science, qu'on a encore besoin d'un peu de science pour comprendre les choses et qu'on a besoin aussi d'une vision, vous l'appelez morale, mais on peut l'appeler éthique ou théologique ou autrement. Mais on a vraiment besoin de plusieurs visions pour essayer de comprendre une réalité qui est de plus en plus complexe. Parfois pour nous rassurer, parfois pour pouvoir avancer à un rythme humainement acceptable et avoir un certain recul pour pouvoir ensuite prendre des décisions rationnelles, on va dire, plus ou moins. Pour pouvoir se protéger, comme vous dites, parce que la protection et la santé, parfois, ça passe avant tout. Bon, comme je vois qu'il n'y a pas de questions, on ne va pas trop prolonger ce soir la discussion. L'heure est déjà très, très avancée. Je profite pour vous remercier à tous, encore une fois. Et je vais inviter Bertrand à un atelier de littérature pour nous présenter son livre plus amplement. Merci encore une fois. Merci Anka, merci Christina, je ne sais pas si tu es encore avec nous. Et Gabriel. Et à la prochaine fois.